Bonjour à toutes et tous. La question ici est de savoir si on peut naturaliser ou pas la sémiologie psychiatrique, c'est-à-dire en faire une science, ou en tout cas l'opérationnaliser, c'est-à-dire la standardiser, c'est-à-dire la rendre bien plus scientifique en ayant des éléments qui sont observables, mesurables, fiables et valides. Une des premières questions à se poser, et un des modèles les plus classiques, est d'opposer le phénotype, c'est-à-dire ce que voit le clinicien et ce que décrit le patient, à la biologie, ou en tout cas à l'endotype, c'est-à-dire à ce qui est intérieur au patient et qui constitue notamment sa génétique, peu pertinente dans la psychiatrie clinique, mais en tout cas différents niveaux du cerveau, de différents systèmes physiologiques, et qui peuvent s'opposer plus ou moins artificiellement, et on va voir que cette opposition n'est pas si évidente dans le cadre de la naturalisation de la sémiologie. Alors face aux limites de la sémiologie psychiatrique, une première étape, et grâce aux promesses de la psychiatrie de précision, une deuxième étape que l'on va cependant nuancer, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir naturaliser la sémiologie psychiatrique, c'est-à-dire la rendre scientifique, l'organiser scientifiquement ou la modéliser. Alors, premièrement, il faut définir ce que c'est l'entité de base de la sémiologie, donc à savoir un symptôme, signe ou symptôme résumé aux symptômes. Et puis deuxièmement, il va falloir voir si naturaliser la sémiologie, c'est vraiment utile, c'est-à-dire ça permet de la raffiner. Alors pourquoi naturaliser la sémiologie psychiatrique? C'est parce qu'elle a des limites. Elle a des limites, donc on parle d'équifinalité, c'est-à-dire que plusieurs éléments neurobiologiques, donc de l'endotype, ils peuvent conduire au même diagnostic ou au même symptôme. Il y a une ambiguïté causale. Et inversement, il y a une multifinalité, c'est-à-dire qu'un même élément neurobiologique peut conduire à des diagnostics différents. Donc une ambiguïté du phénotype. Il y a des empreintes relationnelles, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas purs, neutres, uniquement scientifiques, comme on pourrait l'entendre au premier abord. Ils sont interactifs, ils sont dynamiques, ils sont sensibles au contexte, liés aux interactions sociales. Et en plus de ça, les symptômes, ils varient de manière normative, c'est-à-dire selon les normes de la personne, les perspectives individuelles, dans des manifestations, combinaisons, avec des individus qui ont une agentivité, c'est-à-dire le sentiment d'être agent de leur propre comportement et pensée, et puis vivant certains préjudices à des seuils différents, et avec un élément narratif important en psychiatrie. Et donc apporte tout cela une multidimensionnalité à la discipline, c'est-à-dire que le symptôme dépend d'origines et multiples courants théoriques de la psychiatrie, c'est-à-dire que ce qu'on définit comme un symptôme dépend non seulement du patient, mais aussi de la manière de le désigner par le clinicien. Alors face à ces limites de la sémiologie psychiatrique, qu'est-ce qui s'est développé ? La proposition d'une psychiatrie personnalisée et de précision. On va voir déjà est-ce qu'elle existe et qu'est-ce qu'elle vaut. Donc elle existe, en tout cas quand on recherche dans la littérature et on regarde le diagramme en haut à gauche, on voit bien qu'il y a une psychiatrie personnalisée avec un certain nombre d'articles il y a 20 ans, et puis aujourd'hui on voit que le terme de psychiatrie personnalisée tend à être remplacé par celui de psychiatrie de précision et psychiatrie stratifiée, mais en tout cas il y a vraiment une psychiatrie personnalisée, stratifiée, individualisée, ou des 4 P, on ajoute populationnel notamment, et préventif et participatif, et on voit qu'il existe une psychiatrie comme ça qui se développe dans différents domaines. On le voit sur ce graphique dans la pharmacologie, la génétique, les biomarqueurs, la stadification, les approches computationnelles, et puis des enjeux thérapeutiques. Et donc, la question qui se pose, c'est cette plurivocité de personnaliser. Est-ce que c'est cibler et adapter le traitement? Donc on parle de médecine stratifiée, si on crée des sous-groupes de précision, si on trouve des biomarqueurs. Est-ce que c'est soigner la personne dans sa globalité? Une médecine qui est centrée sur le patient, qui est holistique, qui est systémique, qui est de la personne. Est-ce que personnaliser de précision, c'est la responsabilisation? C'est-à-dire qu'on fait participer la personne, au sens où c'est une personne humaine qui peut avoir un libre choix de ses décisions, ou est-ce que c'est libéraliser avec privatiser aussi le soi qu'on peut quantifier, et donc cette médecine systémique des 4P. Alors finalement, cette psychiatrie personnalisée de précision, bien sûr qu'elle existe, mais est-ce qu'elle n'existe pas que parce qu'il s'agit d'une tentative d'imitation de la médecine personnalisée de précision en général? Donc la médecine plus généralement, la médecine plus généralement a donc développé une médecine de précision, et la psychiatrie voudrait se légitimer scientifiquement en se rassemblant derrière une bannière commune, celle-ci, de la psychiatrie de précision, pour rassembler différentes approches scientifiques naturalistes. Et donc il y aurait des moyens rhétoriques, l'économie de la promesse. On va promettre que l'on développera des biomarqueurs, que l'on développera des endophénotypes, et on va produire de la légitimité, de la crédibilité pour attirer ainsi une forme de légitimité. Et donc il y a en effet une chronologie entre différentes
différentes étapes de la médecine personnalisée de précision, notamment de l'oncologie, et la psychiatrie. Et cette chronologie est assez marquante puisque les termes apparaissent vraiment en décalé, mais dans le même temps. Donc on voit en bas le graphique des différents termes de la médecine de précision, puis qui vient personnaliser, individualiser, stratifier des 4P et de précision sous un nouvel angle. Et on voit que eh bien, la psychiatrie suit le même courant, hein, une psychiatrie personnalisée, trouver le bon traitement, puis une psychiatrie stratifiée, trouver des sous-groupes, et puis une psychiatrie de précision avec une approche plus large de biomarqueurs, mais aussi les niveaux d'analyse qui devraient être pris en compte. Alors, en effet, la psychiatrie de précision et personnalisée existe. Peut-être qu'elle n'est qu'un mécanisme de légitimation de la psychiatrie aux yeux de la médecine. Et en tout cas, il faut dire que la psychiatrie personnalisée et de précision, elle a plusieurs écueils, limites, risques, dangers. Le danger de la promesse non tenue, il y a des promesses qu'elle fait. Les réalités cliniques ne sont pas là, en pratique. L'écueil de la solidarité du soin courant, c'est-à-dire que lorsqu'on recentre les moyens et les fonds vers certains domaines de recherche, l'individualisme, le manque de responsabilité pour certains autres courants va être vraiment marqué, et un risque de rabattage de l'environnement sur le bio-individuel, c'est-à-dire que bien sûr qu'on prend en compte l'environnement, mais il va être pris en compte à travers l'individuel, avec un coût épistémique dans la largesse de compréhension. Et puis, danger de perdre des dimensions subjectives, psychologiques, sociales et narratives, ou en tout cas une minimisation ou un déplacement des intérêts. Donc, finalement, on s'aperçoit que les écueils de la psychiatrie personnalisée de précision renvoient à une faiblesse dans la sémiologie psychiatrique, l'ensemble des éléments recueillis lors de l'entretien clinique. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, pour permettre une scientifisation de la psychiatrie, au sens d'une psychiatrie de précision, il va falloir peut-être se tourner vers la sémiologie. Et c'est pour ça que face aux limites de la sémiologie psychiatrique, grâce aux promesses de la psychiatrie de précision, est-ce qu'on va pouvoir la naturaliser, la rendre plus scientifique? Et il va falloir définir ce qu'est un symptôme et voir si ça raffine vraiment la sémiologie. Alors, modéliser et organiser la pratique clinique, la rendre plus scientifique, ça a déjà été fait. Donc, il y a de nombreuses publications, notamment dans le domaine de la pédagogie, qui essaient de chercher comment le psychiatre raisonne, comment il permet de prendre des décisions cliniques, quel est le raisonnement diagnostique, comment il pense, comment même il pense au regard de l'intelligence artificielle, qui elle aussi a un certain raisonnement, et puis il y a même des livres sur comment les médecins réfléchissent et pensent, et donc il y a un enjeu de la connaissance de la pédagogie médicale pour organiser la sémiologie. Alors est-ce que cela veut dire qu'on va modéliser la pratique clinique? Eh bien, on peut le faire. En effet, on voit dans un article du New England que, à travers des contenus, des connaissances et des expériences, le diagnostic va être posé depuis l'histoire du patient. Et si on décompose ces étapes l'une après l'autre, le clinicien va donc recueillir des symptômes en fonction d'un bagage théorique, entraîner son modèle interne, c'est-à-dire la manière dont il raisonne, et puis utiliser son modèle de différentes manières. Donc il recueille des symptômes d'une certaine nature, qu'il labellise, qu'il étiquette, avec une granularité plus ou moins fine, il les priorise et les met en relation, et tout ça en fonction de son modèle de compréhension de la médecine, des guidelines, de son expérience, de sa personnalité en termes de prise de risque, de son entraînement, notamment par exemple dans les entraînements au concours, et puis le modèle qu'il utilise pour faire son diagnostic va être plus ou moins guidé par les données ou ses théories, et puis il y a des facteurs non contrôlables et des influences extérieures qui agissent. Et donc, pour modéliser la pratique clinique, ce qu'on va prendre en compte, du moins dans cette présentation, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que peut être le symptôme, ce symptôme que le clinicien recueille, et on va voir si il va pouvoir on va pouvoir le scientificiser. Alors pour ça, il faut savoir ce que c'est un symptôme pour le scientificiser, et donc le naturaliser. Et donc, qu'est-ce qu'un symptôme? Il y a plusieurs réponses. Et 4 éléments de réponse pour qu'est-ce qu'un symptôme, c'est expliquer ce qu'un symptôme, interpréter ce qu'un symptôme, décrire ce qu'un symptôme et transformer. Et donc on retrouve ici 4 grands champs qui sont décrits en philosophie de la médecine pour définir un concept, ici le symptôme. Expliquer ce qu'un symptôme, c'est les neurosciences, donc le symptôme va être résumé à un biomarqueur. L'interpréter, c'est la psychanalyse, mais aussi l'approche narrative qu'on dit herméneutique. C'est le symptôme, c'est l'indice d'une structure qui est sous-jacente, et donc il va être lu comme un texte. Et puis décrire, c'est la phénoménologie et le pragmatisme. On va essayer de le décrire tel qu'il est, comme un état de conscience pour la phénoménologie, un état de langage pour le pragmatisme, et le transformer. C'est que finalement, ce qui définit une chose va être ce qui c'est dès lors que cette chose peut être manipulable, et ça renvoie notamment au marxisme. Et donc pour finalement définir ce qu'est un symptôme, je ne vais pas en donner une définition exacte, mais il va falloir aborder ces 4 grands champs, au moins de front,
même s'ils seront développés dans différentes directions. Et c'est seulement en ouvrant ces pistes-là qu'on va pouvoir scientificiser et naturaliser la psychiatrie. Après, la question, c'est est-ce que naturaliser la psychiatrie, la scientifiser et essayer d'opérationnaliser ce symptôme, ça va vraiment être utile? Est-ce que ça va vraiment raffiner la sémiologie? Et pour ça, il va falloir aller un petit peu plus loin que la simple définition du symptôme. Il va falloir comprendre les interactions entre symptômes. Et donc ça, c'est vraiment tout un champ, le champ de la psychiatrie computationnelle, qui essaie de montrer les différentes relations entre les symptômes. Approfondir la phénoménologie, donc on le voit que à travers la compréhension du contexte, de la subjectivité, eh bien on va avoir une appréhension différente de ce qu'est un symptôme dans son contexte, et puis comprendre que le symptôme n'est pas que un élément décrit par un patient, mais aussi des marqueurs qui sont plus larges et reliés à l'environnement. Et donc ça renvoie à différents courants de la psychiatrie environnementale, les enviromarqueurs, sociomarqueurs, des marqueurs culturels, des exposomiques, de la One Health, de la santé unique, psychiatrie écologique et globale. Alors est-ce qu'il faut naturaliser la sémiologie psychiatrique? Une question qui nécessite de connaître les limites de la sémiologie, mais aussi les limites de la psychiatrie personnalisée de précision, et donc de l'histoire de la psychiatrie, puisqu'il y a une relation entre sémiologie et neurosciences, et de la pédagogie médicale, pédagogie pour comprendre l'organisation de la sémiologie, de la philosophie de la médecine, pour comprendre ce qu'est un concept, et puis de comprendre quelles sont les pistes futures pour la psychiatrie pour raffiner la sémiologie. Voilà, merci de votre attention.